30 minutes d'information, merci à vous tous d'être avec nous. L'actualité démarre au Congo, à Brazzaville pour être précis, et c'est 2 jours de travaux de la 16e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Les travaux se sont achevés sur cette ambition commune, renforcer la démocratie, la paix et la coopération interparlementaire. Présidentielle 2025, le processus électoral expliqué au guide spirituel. C'est au cours d'une rencontre du président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kubière, avec des représentants des confessions religieuses. Une démarche pour impliquer ces derniers dans la sensibilisation des populations en vue d'un climat électoral apaisé. Et puis au Soudan, la communauté internationale réunie à Londres ce mardi a appelé de ses voeux un cessez-le-feu immédiat et permanent. Elle s'est engagée à mobiliser plus de 800 millions d'euros supplémentaires pour ce pays en guerre, enfoncé dans une crise humanitaire catastrophique. Bienvenue à vous tous. Les parlementaires des pays africains se rapprochent davantage. Plus de coopération, mais également appelés à plus de démocratie et surtout à une paix durable sur le continent. C'est ce qui ressort des conclusions de la 16e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Brazzaville. Sidonie Davila et Louis Chadongon. Rideau sur la 16e conférence régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Brazzaville. 2 jours d'échanges, de réflexions, conclus par une série de recommandations clés. Élargir la diplomatie parlementaire dans la région en intensifiant le processus du dialogue entre Africains et dans les pays où la situation l'exige. Concrétiser dans les plus brefs délais les actions de diplomatie parlementaire dans les pays en transition en Afrique de l'Ouest, telles qu'adoptées lors de la réunion du Bureau international de l'APF en juillet 2024. Soutenir la désignation de son Excellence Faure Essozima Gnassingbé, président de la République du Togo, en tant que médiateur de l'Union africaine dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a réaffirmé son engagement en faveur de la paix et d'élections apaisées pour son pays. Tout ce que nous pouvons rechercher, c'est que quel que soit le pays, que les élections à venir soient des élections apaisées. Et dans l'intervention, on a montré que la Côte d'Ivoire, qui a connu une stabilité, une paix pendant 15 ans, a aussi connu un développement. Donc le développement va à la paix, la stabilité, et donc on en appelle à des élections apaisées. Mais l'APF va s'organiser pour pouvoir être observateur dans plusieurs pays concernés par les élections. La Côte d'Ivoire, comme les autres pays membres de l'APF, s'engage à transformer les résolutions de cette 16e conférence en actions concrètes. Ensemble, ils veulent bâtir un Parlement uni, tourné vers le progrès, porteur d'espoir, à une vision commune. C'est de renforcer les fondements de la démocratie, encourager le débat constructif et promouvoir la paix sociale. Et dans notre pays, on applaudit aussi pour saluer cette coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Nord. Signature de convention entre la ministre d'État Anne-Désirée Oloto et l'Agence coréenne de coopération internationale. Cela dans le cadre de la mise en œuvre de projets de modernisation et de transformation de l'administration publique ivoirienne, avec à la clé 8 milliards de francs CFA. Franck Akwadio. La Côte d'Ivoire et la Corée du Sud renforcent leur coopération à travers cette signature de convention. L'accord porte sur la modernisation et la transformation de l'administration publique en Côte d'Ivoire. D'un coût de plus de 8 milliards de francs CFA, le projet s'articule autour de 3 composantes. Ce sont la digitalisation du système de formation de l'ENA, le développement du système d'information et le renforcement des compétences des fonctionnaires et agents de l'État. Le secteur éducation-formation est l'une des priorités de la COICA en Côte d'Ivoire. Et c'est la raison pour laquelle la COICA a décidé d'appuyer le gouvernement dans le cadre de la modernisation de l'administration, plus particulièrement au niveau de la formation des agents. Après cette signature, nous allons recruter une agence de mise en œuvre pour l'exécution du projet au niveau de la Corée.
Le projet d'appui à la modernisation et à la transformation de l'administration publique sera mis en œuvre sur la période 2025-2029. C'est donc un projet très ambitieux qui vise à soutenir les efforts d'accélération de la modernisation et de la digitalisation de notre administration. Ce projet aura un impact positif sur l'ensemble de l'administration ivoirienne, en contribuant à l'amélioration du système global de formation. Il favorisera l'émergence d'une nouvelle génération d'agents publics compétents, engagés et capables de répondre aux défis de la construction d'une Côte d'Ivoire toujours au travail. La ministre d'État Anne-Désirée Oloto annonce la réception de 100 bornes tactiles par l'Agence coréenne de coopération internationale dans les prochains jours. Ces équipements permettront de renforcer les capacités de l'Observatoire du service public OSEP. Voilà, une coopération avec la Corée du Sud bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Le processus électoral expliqué au guide spirituel, je le disais en titre, c'est au cours d'une rencontre du président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Kubière, avec des représentants des confessions religieuses. Une démarche pour justement impliquer ces derniers dans la sensibilisation des populations en vue d'un climat électoral apaisé. C'est ce que nous apprend Nousangaré. Le souci de renforcer la transparence autour du processus électoral est au cœur des échanges entre la CEI et les confessions religieuses. Un cadre de communication pour expliquer les enjeux de la révision de la liste électorale. Devant la persistance des critiques et des attaques, il a paru utile à la commission centrale de la commission électorale indépendante d'avoir cette rencontre avec les hommes de Dieu que vous êtes, toute obédience confondue. Vous, ministre des cultes, vous, autorités religieuses, vous, guides spirituels, êtes le ciment et le ferment de la vie et de la cohésion sociale. Le président de la commission électorale indépendante CEI lève plusieurs zones d'ombre. Deux questions font l'actualité. L'organisation d'une nouvelle révision avant octobre 2025 et la question de l'audit demandé de façon récurrente par certains partis politiques. Il convient, pour la bonne compréhension, de rappeler que la Commission centrale a clos le premier cycle électoral par l'organisation des élections sénatoriales en septembre 2023. Au cours de ce cycle, des rencontres bilan ont été organisées après chaque élection afin d'améliorer le processus. Plusieurs recommandations ont été formulées au terme desquelles nous pouvons citer réviser la liste électorale tous les 2 ans et en année électorale si possible. Améliorer le système de parrainage citoyen par un mécanisme de réception, de traitement, identification et affectation des doublons et de validation des parrainages en toute transparence. C'est en exécution de ces recommandations consensuelles que la Commission électorale indépendante a entrepris en 2024 d'élaborer un chronogramme pour la révision de la liste électorale qui débutait en juillet 2024 et s'achevait en mars 2025 après l'arrêt de la liste électorale définitive. Ce chronogramme a été cependant modifié à la demande des partis politiques qui ont souhaité que la révision de la liste électorale 2024-2025 s'ouvre plus tôt en octobre 2025. Par ailleurs, afin de ratisser le plus large possible, il leur a été communiqué l'option d'enrôler les requérants devant atteindre l'âge de la majorité civile au 1er mars 2025, c'est-à-dire à la date de l'affichage de la liste provisoire. Au-delà de ces raisons objectives qui fondent l'impossibilité d'organiser maintenant une nouvelle révision de la liste électorale ou d'ouvrir une nouvelle période d'enrôlement qui viendrait se greffer à celle qui est en cours, la CEI voudrait également attirer votre attention sur le manque de cohérence et de bonne foi de certains de nos acteurs politiques. Au total, prendre la décision de conduire une révision de la liste électorale avant l'élection présidentielle
exposerait inévitablement la commission électorale à un dépassement des délais constitutionnels et légaux. En réaction, les responsables religieux ont salué cette démarche et exprimé leur volonté d'accompagner le processus électoral. Monsieur le Président, sincèrement, je voudrais vous dire un sincère merci. La réunion d'information, d'échange sur le processus électoral avec les confessions religieuses, je viens d'apprendre beaucoup de choses. En s'appuyant sur l'influence des confessions religieuses, la CEI espère ainsi apaiser les tensions, renforcer la confiance et encourager une participation citoyenne responsable. Voilà, c'est un reportage de Marie-Chantal Akanda. Et justement, face aux accusations de l'opposition sur l'impartialité de la Commission électorale indépendante, le RHDP réplique lors d'une conférence de presse ce mercredi. Le parti présidentiel affirme que la CEI est bel et bien indépendante. Nous Sangaré. À ce rendez-vous du RHDP, tribune d'échange régulier avec la presse, le porte-parole du parti présidentiel, Kobena Kwasi Adjoumani, s'est prononcé sur la composition de la commission électorale indépendante. Pour le RHDP, l'organe électoral n'a jamais été un instrument au service du parti au pouvoir. Cela veut dire que l'initiative, la composition, les missions ainsi que les règles qui régissent le fonctionnement de la CEI ne sont pas une création du RHDP. Mieux encore, souligne le RHDP, c'est sous le régime d'Alassane Ouattara que la commission a connu le plus de réformes de son histoire. En 2014, en réponse à la crise de 2010, une nouvelle réforme voit le jour. Ensuite, à l'issue du dialogue politique de 2018-2019, une nouvelle réforme intervient le 5 août 2019. Cette réforme prend en compte les conclusions du dialogue politique et les recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme. En 2020, après la présidentielle, une fenêtre des réformes est encore ouverte pour permettre au PPACI de faire son entrée au sein de la commission. Auparavant, le PDCI, qui avait boudé son siège au sein de l'institution, finit par désigner un représentant. Cela traduit tout simplement l'esprit d'ouverture d'un régime désireux de promouvoir la démocratie et le consensus. En attendant la publication de la liste électorale définitive, le RHDP assure qu'il est prêt à engager le processus de parrainage. Et à l'approche de la présidentielle, on s'active dans les différents partis politiques, avec notamment la convention éclatée du PDCI-RDA. Les résultats définitifs donnant l'unique candidat Tidiane Thiam comme candidat du PDCI pour la présidentielle de 2025 seront bientôt disponibles. Mais la tendance est au plébiscite, selon le président du comité électoral, Georges Ezalé-Philippe, que nos reporters ont rencontré après le dépouillement au quartier général du comité central à la maison du parti à Cocody. La tendance que nous observons après les premiers résultats de vote dans les lieux de vote, c'est que nous sommes largement au-dessus donc de 90% de taux de participation, largement. Mais partout où il y a eu donc des votes, même quand il y a eu 100% de taux de participation, tous ces votes sont portés donc sur le candidat Tidiane Thiam. Donc on va donc vers un plébiscite, en quelque sorte, du candidat Tidiane Thiam comme le candidat du PDCI qui sera donc désigné pour cette élection présidentielle donc d'octobre 2025. Voilà, Tidiane Thiam n'est pas le seul à vouloir briguer la magistrature suprême. Il y a aussi Kevin Fieni Kofi. Il est le président de PROCI DPS, entendez, Pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté. Ahmed Traoré. L'échiquier politique ivoirien enregistre un nouveau candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il s'agit de Kevin Fieni Kofi, qui se dit prêt à défendre les couleurs de son parti, dénommé Pro-PDS, à savoir Pro-Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté.
Lors de cette rencontre qui a servi de cadre pour l'annonce de sa candidature, il donne les raisons qu'il exhorte à se présenter. La Côte d'Ivoire République fédérale, nous pensons que déjà ce projet est novateur, est radical. Voilà, c'est une nouveauté, c'est une particularité parce que nous sommes les seuls. Dans notre constitution, que ce soit marqué que chaque citoyen ivoirien a droit à un prêt, au moins une fois, mais remboursable. Ce n'est pas impossible. Je ne parle pas des prêts que nous connaissons actuellement où vous avez des tonnes de documentation à remplir. Non, je ne parle pas de ça. Ça doit être très simplifié. Tu es un Ivoirien, tu as toutes tes facultés, tu résides en Côte d'Ivoire, on connaît ton lieu, on connaît ton projet. L'État même peut même te louer, te prendre même, pourquoi pas, à un magasin, t'aider, t'accompagner puisque tu vas rembourser. Mieux, nous avons dit que l'État doit être partenaire de tout entrepreneur. Non, il n'y a pas matière à s'inquiéter quant au retour de ces fonds qu'on aura à donner à ces entrepreneurs-là. Le PRO-PDS est un parti politique créé en 2019. À ce jour, il revendique plus de 860 000 militants répartis sur toute l'étendue du territoire national. Autre volet de l'actualité, la Côte d'Ivoire va nouer un partenariat avec les États-Unis d'Amérique en matière d'enseignement supérieur. Le ministre Adama Diawara achève sa tournée dans les prestigieuses universités du monde par le Massachusetts Institute of Technology, classé première au monde. Sephora Zegui a les détails. La Côte d'Ivoire accélère sa marche vers l'excellence en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Une ambition forte portée au plus haut sommet de l'État et qui prend forme aux États-Unis lors d'une visite stratégique menée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Point d'orgue de cette mission, le Massachusetts Institute of Technology, le MIT. Un nom synonyme de savoir, d'innovation, de technologie de pointe. C'est ici, dans ce temple mondial de la recherche, que le ministre ivoirien achève sa mission avec une série de rencontres décisives. Première étape, le MIT Media Lab, un haut lieu de l'intelligence artificielle, de la robotique et de l'innovation numérique. Le ministre y a exploré les pistes d'intégration de ces technologies dans les universités ivoiriennes. Cette visite nous a permis de voir un certain nombre d'infrastructures et d'équipements qui impressionnent. Et deuxièmement, surtout les discussions que nous avons eues avec les premiers responsables de l'Institut. Et je signale simplement que MIT actuellement a un partenariat avec l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, ou l'INPHB si vous voulez. Et après discussion avec les premiers responsables de MIT, nous avons convenu d'intensifier cette collaboration entre MIT et les structures d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, notamment l'INPHB évidemment, mais également les universités publiques. Et il y a un certain nombre de segments sur lesquels cette collaboration va se faire. Il y en a 5 précisément. D'abord sur l'entrepreneuriat. Et MIT a une expérience à la matière dont nous allons nous inspirer. Deuxième axe, c'est comment implémenter au niveau des entreprises les innovations technologiques qui sont élaborées au niveau des laboratoires universitaires. Enfin, le MIT Office of Open Learning, un centre d'expertise en apprentissage numérique et à distance, au cœur de la stratégie ivoirienne de modernisation de l'accès au savoir. Une collaboration concrète est désormais en marche. Dans les prochains jours, un accord de partenariat historique sera signé. À la clé, le soutien du MIT pour la création de technopoles en Côte d'Ivoire. L'intelligence artificielle fait partie des composantes de la révolution numérique. Donc, pourvoyeur de métiers de demain. Vous savez que notre système d'enseignement supérieur a un point de faiblesse sur les STEM. Donc là, et comme MIT est à la pointe en la matière, nous allons donc tisser de la coopération avec MIT pour voir dans quelle mesure on peut implémenter dans nos structures d'enseignement supérieur certaines formations qui sont faites à MIT ici, avec, j'aurais dit, des échanges d'enseignants et d'étudiants entre nos structures d'enseignement supérieur et MIT. Et enfin, 5e axe de coopération que nous allons développer, et cet axe-là a trait à la création future de l'Agence spatiale de Côte d'Ivoire, l'ASCI. Très bientôt, nous allons passer à la phase signature de ces accords de coopération. Un partenariat d'avenir, symbole d'un pays résolument tourné vers l'innovation, l'excellence et sa jeunesse. Un pas de géant pour la Côte d'Ivoire qui mise sur le savoir comme levier de développement durable et de transformation sociale. Ce partenariat avec le MIT gage d'un développement technologique et scientifique prometteur.
Il a occupé les postes d'ambassadeur, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien président de la 49e session de l'Assemblée générale des Nations unies, président par intérim de la Commission de l'Union africaine. Le diplomate ivoirien Issi Amara s'est éteint le 8 avril dernier à Abidjan à l'âge de 80 ans. Pour honorer sa mémoire, le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine a organisé une cérémonie solennelle ce mardi au plateau. Marie-Chantal Akandan. Un géant s'est éteint, emportant avec lui un pan de l'histoire diplomatique africaine. L'hommage rendu à l'ambassadeur Issi Amara, figure emblématique de la diplomatie ivoirienne, a fait ressortir l'image d'un homme profondément engagé pour la paix, la justice et l'unité du continent. Personne n'oubliera Issi Amara, personne n'oubliera le grand diplomate qu'il a été pour la Côte d'Ivoire. Personne n'oubliera l'homme discret qu'il a été, qui ont fait qu'il ait réussi des missions que peu de ministres des Affaires étrangères dans le monde auraient réussi. C'est vraiment une personnalité qui a beaucoup contribué pour le rôle de l'Afrique sur la scène internationale, pas seulement pour son pays, la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique en général. Issi Amara a consacré sa vie à servir avec dignité la nation et l'Afrique. Les hommages, empreints d'émotion, ont salué la sagesse, l'élégance et l'engagement d'un homme dont les valeurs humaines ont marqué des générations. Il était une chance pour vous et pour l'ensemble des diplomates ivoiriens, mieux leurs référents. Il était une icône de la diplomatie. Séchons nos larmes et soyons fiers de l'héritage de grande envergure que le ministre lègue avec générosité à chacun et à tous. Courage à vous, famille Issi. La famille a exprimé sa profonde gratitude pour les nombreuses marques de compassion et de solidarité reçues. Depuis l'annonce de son décès, les messages d'hommage, de compassion et reconnaissance fusent de partout. Je voudrais renouveler les remerciements de la famille au ministre et à l'ensemble du personnel du ministère pour leur mobilisation et pour ce brillant hommage rendu à l'illustre disparu. C'est dans le recueillement que s'est achevée la cérémonie, avec des prières pour le repos de son âme. Saluons le dernier voyage de cet artisan de paix. Issi Amara s'en est allé, mais il laisse en héritage la mémoire d'un diplomate à déception, d'un sage pour qui la paix fut un combat et la diplomatie un art. Ce vendredi 18 avril, il sera conduit à sa dernière demeure, là où reposent les grandes âmes. Depuis le 6 novembre dernier, la Côte d'Ivoire a un nouvel ambassadeur au Gabon. Kouadio Okonan-Bertin, ancien ministre de la Réconciliation nationale, dans les sillons de ses prédécesseurs, travaille au renforcement de la coopération entre ces deux pays frères. Plus de 8000 Ivoiriens sont installés sur ce territoire d'Afrique centrale, il faut le rappeler. Alexis Ouedraogo. Le Gabon, plus de 267 600 km² pour moins de 2 500 000 habitants. Ce pays d'Afrique centrale, 6e producteur de pétrole en Afrique, partage une longue relation d'amitié et de travail avec la Côte d'Ivoire. 8000 Ivoiriens sont installés sur ce sol qui a reçu le 6 novembre dernier les lettres de créance de son nouvel ambassadeur, Kouadio Okonan-Bertin. Il faut remonter déjà dans l'histoire depuis 1974, quand le président Félix Houphouët-Boigny et Omar Bongo se retrouvent à Franceville déjà pour signer la grande commission mixte ivoiro-gabonaise. Alors, depuis cette date, les choses vont montrer beaucoup d'accords, jusqu'à 41 à peu près d'accords ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Et ils ont même mis en place un comité de suivi et évaluation pour examiner le niveau d'exécution des grandes commissions mixtes. Je dois dire que nous étions les élections ici au Gabon, nous serions à la troisième réunion du comité mixte qui doit se tenir à Abidjan. Une coopération qui impacte positivement les relations entre populations. Il faut dire que les Gabonais, ils aiment beaucoup les Ivoiriens. Donc il y a forcément des similitudes qu'on retrouve, comme la bouffe,
On a la sauce graine là-bas. On a le Nyemboué ici, qui est similaire. Côté festif, ils aiment aussi la fête. Il y a vraiment de très bonnes interactions entre nous. J'ai même un ami ici, il est plus qu'ivoirien parce qu'il n'écoute que la musique ivoirienne. Moi, j'étais étonné de trouver des CD de Arafat avec lui. Lui, dans sa voiture, c'est la musique ivoirienne. Chaque fois qu'ils ont des vacances, la destination privilégiée, c'est Abidjan. Ils aiment Abidjan, comme les Ivoiriens aiment aussi Libreville, Port-Gentil ou le Gabon tout court. Je dois le dire, depuis que je suis là, à peine 4 mois, j'ai été témoin d'une dizaine de mariages entre Ivoiriens et Gabonais. Nous avons tout en commun. Plus de 5000 Gabonais sont installés en Côte d'Ivoire. Les deux pays entendent tirer profit d'un cadre de coopération sud-sud plus dynamique dans les secteurs notamment de l'agriculture, du minier et de l'énergétique. En retour en Côte d'Ivoire, les ressortissants de la région du Poro résidant à Ouangolodougou ont désormais un chef. Issa Nandiala Silué a été intronisé pour veiller sur l'intérêt commun. Cohésion, vivre ensemble et solidarité sont les valeurs qui vont caractériser son temps de règne. Kader Sogodogo. Issa Nandiala Silué, 79 ans, retraité, ex-cuisinier, marié et père de 10 enfants, est le nouveau chef des ressortissants de la région du Poro, vivant à Ouangolodougou. Sa venue était très attendue par la communauté Sénoufo. Cohésion, vivre ensemble et solidarité sont les maîtres mots qui guideront son temps de règne. Son porte-parole remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie. C'est important pour nous d'avoir quelqu'un au niveau de l'administration qui défend nos causes auprès de l'administration. Le chef me charge de dire à toute la communauté Sénoufo qu'il est à leur disposition. Cette cérémonie, placée sous la présidence du ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidèle Sarasoro, et avec pour parrain le député de Ouangolodougou, Traoré Drissa, a permis d'inviter cette communauté à contribuer au maintien de la paix à Ouangolodougou et le reste de la Côte d'Ivoire. Le Sénoufo finalement finit par se démarquer de certains autres peuples par sa façon de vivre. Nous avons notre tradition. Chez nous, en pays Sénoufo, le chef se respecte. Parce que c'est dans la discipline et le respect des sages que nous allons avancer. Cher Juliet Issa, vous serez le guide de votre communauté, celui qui devra assurer la paix, la justice et la cohésion sociale, comme prôné par notre guide providentiel, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Le nouveau chef des ressortissants du Poro, Issa Nandiala Silué, totalise environ 60 années de vie à Ouangolodougou, la ville aux 2 frontières. On termine avec l'actualité internationale. Le regain de tension entre Alger et Paris s'étend aux relations économiques qui avaient été relativement épargnées jusqu'à présent, avec l'annulation de plusieurs visites importantes de chefs d'entreprise de part et d'autre de la Méditerranée. Le PDG du groupe français SEMA CGM devait se rendre à Alger ce mardi pour annoncer des investissements dans les infrastructures portuaires algériennes. Rodolphe Saadé, un proche du président Emmanuel Macron, a dû renoncer à cette visite après la décision d'Alger annoncée dimanche d'expulser 12 agents consulaires français suite à l'arrestation de l'un des siens sur le sol français. Et puis, réunis dans la capitale britannique ce mardi, une vingtaine de pays et d'organisations internationales ont lancé un nouvel appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et permanent au Soudan. Ils ont aussi réussi à mobiliser plus de 800 millions d'euros supplémentaires pour le pays qui s'enfonce dans une crise humanitaire catastrophique après 2 ans de guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Excellente nuit, Dieu nous garde, bonsoir.